pasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e mawa e abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini. Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. La MONUSCO, par la bouche de ses porte-paroles, a donné sa compréhension de ce qu'il faut entendre de la résolution 24-28. Non, 20-90. 20-88, oui, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que cette explication vous a convaincu, Pierre Mbemba? Me convaincre, non, mais ça m'a rendu plutôt perplexe parce que ce que nous avons entendu expliquer par les autorités de notre pays ne reflétait pas ce que les explications ou les éclaircissements entre guillemets donnés par la MONUSCO. Oui. Hein? Bon, ce qui fait dire qu'il y a encore des anguilles sous roche. Hein? Alors, il faudra qu'on examine un peu ce problème de très près. Parce que moi, en tant que patriote, citoyen congolais, je suis inquiet d'apprendre que cette force pourra agir avec ou sans les FARDC. Je ne sais pas si notre gouvernement accepte ça, c'est un danger. C'est un danger et c'est même un piège. Parce que je crois que la demande de notre pays était de venir nous aider et non pas de faire le travail en lieu et place de nos forces armées. Mais Pierre Mbemba, j'ai posé la question à quelques diplomates, leur compréhension sur cette question. Il ressort que pour eux, cela voudrait dire lorsque les FARDC reculent, eux ne vont pas reculer, ils feront la guerre quand il s'agit de la traque des forces négatives. Non, ça c'est une tromperie. Pourquoi les FARDC doivent reculer alors que c'est leur affaire? Ben, ils en ont eu la preuve à Goma. Non, non, non. Ça c'est fallacieux. On doit faire très attention parce que quand on vous donne un discours qui commence à devenir dissonant, il faut commencer à être alerte et se poser des questions. Parce que ça doit être une seule compréhension et non pas deux compréhensions ou trois de compréhension. Parce qu'entre leur compréhension et la nôtre, la nôtre et celle de la MONUSCO, il y a au moins trois compréhensions. Il y a trois compréhensions, ça devient très dangereux. Hein? Alors moi je vais... Quelle est la bonne? C'est celle de la partie congolaise. Ça devient très difficile. Très compliqué. Hein? Très difficile à pouvoir savoir quelle est la vraie. Moi je serais tenté de suivre ce que donne mon gouvernement, hein? Mais est-ce que c'est la vraie? Encore une fois, il y a une question. Hein? Mais moi je pense qu'au-delà de tout ça, nous devons quand même faire un effort de compréhension. Mais justement, Pierre Mbemba, cet effort de compréhension, quelle est la compréhension du bon sens qu'on peut donner à cette disposition? Oui, moi d'abord avant de donner la bonne compréhension, à mon sens, à ma compréhension, je pensais que cette force venait en appui à nos forces armées. Absolument. Or, ce qui se fait partout. Hein? Ce qui se fait partout. Alors moi je pense que l'ONU devrait d'abord chercher à pouvoir équiper les forces armées congolaises parce que dans le volet de leur travail ici, c'est aussi de pouvoir permettre que l'armée congolaise... On a formulé la demande, Pierre Mbemba. Ils ne peuvent pas venir de leur propre initiative. Mais ils sont là depuis longtemps pour appuyer la formation des services de sécurité congolais, non? Mais il faut lire, même dans les fameux accords cadres, on repart de ça, que la MONUSCO fait partie de la solution. Or, le grand problème que nous avons, c'est que notre armée n'a pas suffisamment de punch pour faire son boulot. Donc il faut que cette armée soit équipée, suffisamment entraînée pour qu'elle soit capable de remplir ses fonctions régaliennes, n'est-ce pas? Bon, mais or ici, on préfère nous envoyer une force dite spéciale qui peut agir avec ou sans. Non, on doit enlever sans. On doit dire avec l'armée nationale en appui. Parce que moi, je suis un peu encore inquiet dans ce sens que les pays qui composent cette force spéciale, d'abord, tous ce sont des pays anglophones. Deuxièmement, ce sont des pays, quand on regarde quand même l'histoire de notre pays depuis les accords de Lusaka, etc.,
on a l'impression, on dirait qu'on est en train de toujours remettre le même spectre en changeant un peu de nom ou d'appellation, mais la réalité est toujours la même parce que maintenant, on veut que le Congo puisse encore une fois faire entre guillemets table rasa. On ne le dit pas clairement, mais c'est ce que quand on dit qu'on doit revoir les institutions, quand on dit qu'on doit, promouvoir la démocratie, je ne sais pas s'il y a des recettes pour promouvoir une démocratie. Mais on se pose même la question s'il y a meilleure démocratie que la RDC dans la sous-région. Oui, qu'on nous montre quelle est la démocratie que nous devons suivre. Et troisièmement, quand dans ces résolutions on dit oui, le gouvernement congolais doit tout faire pour répondre aux intérêts réels des pays limitrophes. Alors, qui va défendre les intérêts du Congo? Alors moi, tout ça, c'est flou. Alors, ceci m'amène à dire que je persiste et je signe que nous sommes tombés dans un piège, et ce piège est la balkanisation. Maintenant, on est en train de chercher comment nous les cacher pour que, quand ça arrivera, qu'on dise « Ah non, ce n'était pas ce que nous attendions ». Un processus subtil, hein? Très subtil. Et vraiment, ça... Personne ne l'a dit. Oh, on doit vraiment, j'invite nos autorités, tous ceux qui dirigent ce pays, on doit relire et relire ces textes pour bien le comprendre. Parce qu'il y a un complot qui est caché là derrière. Parce que cette zone-là... Vous ne faites pas peur, vous n'effrayez pas inutilement les gens là. Non, on ne doit pas être effrayé, on doit être éclairé pour mieux nous prendre en charge. Parce que vous voyez que tout est axé vers l'Est. La fois prochaine, je viendrai avec la carte. Or, là, à l'Est, là, il se trouve des matières premières de haute nécessité stratégique qui vont révolutionner les armes, les obus, l'informatique, l'Internet et même la téléphonie, de 3e génération, 4e génération. Les matières premières se trouvent là-bas. Or maintenant, on ne doit pas se cacher la face. Avec l'arrivée de la Chine, hier c'était leur plate-bande. Aujourd'hui, la Chine vient en concurrent. On peut même ajouter encore la Russie. Hein? Donc ça effraie. Et je me souvenais, pendant que je réfléchissais à ça, j'avais lu dans un livre qui parlait plus ou moins du Congo, le général Franklin Martin, en 1987, la CIA avait dit au cours d'une réunion au Pentagone, la sécurité, que les États-Unis sont prêts de déclencher la 3e guerre mondiale en ce qui concerne le Zaïre, parce qu'à l'époque c'était le Zaïre. Et il indiquait qu'il s'y trouvait des matières premières de haute importance stratégique. Pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Donc, les États-Unis ne permettraient pas que d'autres puissances viennent s'aventurer ici pour prendre possession. Or, ces matières, tout justement, se trouvent vers l'est du pays. Donc, on ne peut pas. Et puis, en plus, il y a énormément, en plus de matières stratégiques, il y a énormément des hydrocarbures, à Rutshuru, entre autres. On parle de 4 milliards de barils, mais il y a peut-être plus. Puis tu as les gaz, puis tu as d'autres produits. Et ils le veulent prendre ça. Et il y a toute une stratégie qui est montée, comme on dit que les Congolais ne savent rien. Donc, les gens qui sont de ce côté-là, les gens qu'ils protègent, ce sont eux qui vont commencer à diriger ces entreprises parce qu'ils seront qualifiés de Congolais. Comme nous voyons maintenant, il y a un Congolais mais qui va s'exprimer en Kinyarwanda, alors qu'au Congo, on reconnaît 5 langues. Il y en a une qui est officielle, le français, et les 4 langues nationales. Donc un Congolais qui n'est pas capable de parler l'une de ces langues, ça devient quand même dangereux. Surtout qu'il était général. Il était général de brigade. Ce qui n'est pas peu. Je ne sais pas dans quels ordres il donnait ses ordres. Il faudra qu'on pose la question. Donc vous voyez que tout ça, ça dérange. Ça dérange beaucoup et ça nous amène à être très vigilants. Très vigilants. Et la vigilance doit être de mise, Pierre Mbemba, lorsque l'on constate que il s'est dit maintenant clairement que cette brigade qui devait être mise en place dans les 30 jours, ça ne va plus se déployer qu'au mois de juillet. C'est qu'il y a déjà des couacs même à leur niveau. Oui, mais pourquoi? Mais je l'avais dit ici, si tu m'avais bien suivi, il faut savoir ceci, que toutes les puissances qui mettent leurs forces à la disposition d'un pays tiers
elle calcule quels sont les bénéfices qu'ils pourraient éventuellement en tirer. Ceux-ci peuvent être diplomatiques, stratégiques, économiques, financiers. Donc il y a tout ça. Donc quand ils pèsent, ils voient que ça ne pèse pas, ils ne vont pas. Parce que quand on envoie des gens là-bas, maintenant par exemple l'Afrique du Sud a perdu beaucoup de gens en Afrique du Sud, ouais, en République centrafricaine. On parle de 55 déjà. Oui, moi j'ai eu de mes sources 72. Hein. Oui, c'est ce que moi aussi j'ai entendu, même un peu plus, parce qu'on continue encore à ramasser les cadavres. Hein? Donc c'est très important. Or, mais pourquoi l'Afrique du Sud a envoyé des troupes là-bas? Pour défendre... À plusieurs kilomètres de la frontière. Hein. D'après ce qu'on apprend, parce que comme il y a quand même des minéraux là-bas, il y a du pétrole, tout ça, bon, il y a certaines sociétés sud-africaines qui sont intéressées. Donc vous comprenez. Or que chez nous... On reproche aussi au président Zuma d'être impliqué dans les affaires. Hein. Vous savez, bon, hein, la politique et les affaires, c'est pas... C'est pas seulement au Congo. Hein. C'est pas seulement au Congo, c'est partout. Hein. Dans les temps, j'avais lu aussi, il y avait l'or noir et la Maison Blanche. Hein. Donc, on a vu les Dick Cheney se précipiter en Irak. Oui. Bon, donc, ce sont des hommes, ils ont des ambitions. Hein. Alors, on se sert de dépositions pour essayer de faire des affaires. Donc, revenons à nos moutons. Or, même dans l'intervention de l'Afrique du Sud, maintenant, ça risque de poser des problèmes parce que si ce que nous entendons, nous disons ça au conditionnel, s'avérait vrai, ça risque de poser des problèmes pour l'envoi de troupes ici. Oui, encore expéditionnaire en RDC. Ah oui, parce que on sait que tout ça, quand c'est fait, parce qu'il y a des intérêts. Hein? On a vu même à l'époque, quand on est venu aider Musée, écoutez, on a dû donner la Sengamine à Zimbabwe, on a dû nommer des ADG à la Gécamine et Tutti Quanti, parce que quand on doit t'aider, il faut qu'il y ait en retour quelque chose. Mais qui va payer tous ces drones qu'on va déployer chez nous? Qui va payer ces corps expéditionnaires? Ça va durer combien de temps? J'avais cru entendre 1 an. 1 an, renouvelable. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'aime bien lire les matières de guerre. Mais vous savez que les États-Unis, malgré leur puissance, à l'époque, en Indochine, ils ont fui. La France avant eux avait fui. Ils n'ont pas pu régler parce que quand il y a la guérilla, on ne peut pas savoir où se trouvent les gens. Quand est-ce qu'ils vont attaquer? Et puis même les drones, il y a des caméras. Toute caméra a un angle de vue. Il y a des pertes. Mais ceux qui sont intelligents s'incrustent dans ces pertes-là. Donc on ne va pas dire que demain matin on va venir, comme on dit que ça sera chirurgical, etc. Non. Et puis le danger c'est quoi? Si notre armée, les FARDC, ne participent pas. Ils n'ont pas toutes ces informations. Ils ne savent pas décrypter toutes ces informations. Pierre Bemba, ça peut se retourner contre le pays. Ah oui, très dangereux. Donc moi, j'insiste et je persiste et je signe que nous exigeons de notre gouvernement de demander que dans cette force d'intervention, parce que c'est notre pays, que cela soit payé par l'ONU, on s'en fout, mais que nos forces à nous doivent travailler conjointement avec l'état-major qui va s'occuper de faire ce travail, l'état-major opérationnel, pour 3 raisons. La première, notre armée, on dit qu'elle est faible. Elle va maintenant se faire un peu de muscle en travaillant avec des professionnels. Oui. Deuxièmement, notre pays peut apprendre de nouvelles techniques de combat. Oui. Transfert de technologie. Oui. Et enfin, nos forces armées connaissent mieux le terrain que ceux qui vont venir. Alors, si on nous refuse de le faire, notre gouvernement doit comprendre qu'il y a anguille sous roche et il faudra ouvrir les yeux et grandement. Mais Pierre Bemba, c'est que vous me rejoignez quand on considère que les autres soupçonnent notre gouvernement, soupçonne la partie congolaise d'être de mèche avec certaines forces négatives. Même si tel était le cas, eux ne le sont pas moins. Qui finançait tous ces gens-là? C'est connu, non? On l'a dit ici, ça a été publié, des livres sont publiés même. Des rapports documentés. Des livres, oui. Mais c'est connu de tout le monde. Mais même si cela était vrai, mais c'est notre pays. Quitte à eux, si vraiment ils veulent nous aider, c'est dit non, celui-là nous connaissons, il est de connivence, nous ne le prenons pas. Dans l'état-major, tout le monde n'est pas nécessairement complice. Donc nous devons faire très attention parce que moi, ça m'inquiète beaucoup.
Hein? Très inquiétant. J'ai cru entendre que ça devait être un motif de fierté. Non. Moi, je pense que... C'est même une victoire, Pierre Mbemba. J'ai dit non, c'est même pas une victoire. Hein? Nous devons nous satisfaire, entre guillemets, je dis même bien entre guillemets, qu'on puisse nous entendre. Mais est-ce qu'on nous a entendus parce que nous sommes beaux? Ou parce qu'eux, ils ont atteint leur point d'objectif qui s'était fixé? On nous a suffisamment affaiblis, maintenant on veut frapper une fois pour toutes pour nous imposer ce qu'ils veulent faire. Et c'est ça la décision. Nous dénonçons déjà ça parce qu'il y a des plans qui existent dans des pays occidentaux pour faire construire des grandes entreprises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Comme ça, les gens auront du travail, ils vont oublier, et que les autres provinces qui seraient oubliées vont dire, mais tiens, mais eux, ils sont avec eux, ça marche, pourquoi pas nous? Et on va commencer comme ça à débaucher progressivement et on va dépiécer la République. Ah, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Alors, Pierre Mbemba, cette page qui fait... Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais très souvent, quand on aborde les questions, ça se réalise par après. Bon. Qu'on aille vérifier, on verra que ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de rêver. Voilà. Bon, on tourne cette page-là qui est toujours douloureuse à aborder. On ne doit pas la tourner, on doit rester dessus. Hein. Tout le monde doit y penser. Oui, pour aujourd'hui, on prend un deuxième sujet, Pierre Mbemba. L'Assemblée nationale devait se réunir en plénière hier en rapport avec une question orale avec débat à la ministre de la Justice. D'un côté, cette motion, cette question orale avec débat aurait duré une année sans être programmée selon l'initiateur de la motion. Et de l'autre côté, on n'avait que 80 élus du peuple dans la salle. L'absentéisme se porte bien à l'Assemblée nationale. Oui, mais ça, c'est une technique qui est utilisée dans tous les parlements du monde. Hein. Quand on ne veut pas s'engager, on se fait absent. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Bon, la plupart des motions qui sont annoncées dans notre Parlement, c'est pour amuser la galerie. Hein. C'est vraiment dommage que des hommes et des femmes que nous avons élus pour s'occuper du peuple ne s'occupent pas du peuple. Hein. Vous voyez, bon, on prend des mesures, on prend des lois, mais personne ne va vérifier si ces lois sont appliquées. Alors, à quoi ça sert? Surtout dans le secteur de la justice. Dans tous les secteurs, mais il n'y a pas que la justice. Hein? Vous savez, moi bon, je ne sais pas parce que beaucoup de Congolais n'aiment pas réagir. Moi, je suis désolé, je suis Congolais conscient, je dois réagir. Quand je vois, par exemple, que depuis plusieurs années, on est en train de dépiécer nos entreprises. Et j'ai entendu que dernièrement, au début de ce mois ici, on a placé à la régie des eaux des Sénégalais. Mais pourquoi faire bon? Mais ils gèrent mieux que les Congolais, ils ont l'expertise. Ah non, mais dans ce cas-là, comme je l'avais déjà dit ici, ce qu'on doit privatiser, c'est l'État. À commencer par le gouvernement. Par le gouvernement. Parce que comment un gouvernement responsable peut dire qu'on ne gère pas bien, alors on va chercher les gens ailleurs? C'est que c'est eux qui ne font pas leur boulot. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et on est sûr que ça va marcher? Moi, je n'y crois pas. Parce que l'erreur qu'on commet dans ce pays, le vrai problème, c'est la masse qui est en bas. Ce que notre ami Yoka appelle ceux d'en bas. Hein? C'est là où il y a le problème. Parce que toutes ces entreprises travaillent pratiquement 70% des gens qui ne sont même pas des contractuels, qui sont des journaliers. Alors que dans une entreprise sérieuse, comme nous avons étudié en Europe, hein, chaque entreprise a son esprit. Il y a un esprit de telle entreprise, de la SNEL, de la Régie des eaux, et que sais-je encore. Donc tu ne peux pas être accepté quand tu n'as pas encore ingurgité et accepté, digérer cet esprit. Mais c'est ça le problème. Qui va ces directeurs-là vont descendre pour aller à la cité pour voir si on n'a pas tiré un tuyau, qu'on n'a pas... Pas du tout. Non. Ce sont les manœuvres. Non, ça sont les manœuvres. Non, je pense qu'on doit cesser d'humilier le peuple congolais. Moi, j'appelle ça l'humiliation. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui ont étudié, qui sont capables. Hein? Peut-être parce qu'ils ne font pas partie des partis politiques, on ne les prend pas. Mais alors, si on doit les prendre les autres, je ne pense pas ces gens-là font partie d'un parti politique ici. Il y a des Congolais qui sont capables. On doit cesser d'humilier les Congolais. Moi, en tout cas, je ne me sens pas dans ma peau quand je vois des choses comme ça. Le copyleft est là depuis des dizaines d'années. Quelles sont les propositions qu'ils ont faites qui permettent à l'entreprise congolaise de fonctionner? Nul, zéro. Alors, pourquoi on continue? Mais tout ça sont des manœuvres pour privatiser le Congo. Nous ne devons pas accepter ça. Mais Pierre Mbemba, cela vous avez justifié
l'absentéisme des députés par la solidarité de la famille politique, mais on ne doit pas fuir quand même le contrôle, on ne doit pas fuir le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Mais mon cher ami, il ne faut pas maintenant dire des choses qu'on ne dit pas sur le plateau. Hein? Bon, mais malheureusement, nous sommes dans un pays où beaucoup de gens acceptent d'accéder à des charges sans savoir ce que ça veut dire. Hein? C'est ça le malheur. Hein? Vous voyez, bon, nous avons notre majorité là. Elle s'occupe à régler ses problèmes et non pas les problèmes de la nation. C'est ça. Dernièrement, on voulait faire la même chose pour le Premier ministre. Hein? Mais il semble que ce n'est pas fini. Hein? Ils ont réactivé la motion 24 heures après. Oui, mais d'accord, mais bon, oui, mais qu'ils commencent d'abord par faire leur boulot, qu'ils aillent faire le contrôle parlementaire. Et que quand on a fait ce contrôle parlementaire, que des punitions tombent. Pour des matières évidentes. Ah oui, pour des matières évidentes. On peut commencer par là. Ah oui. Il y a les entreprises qui sont là, bon, ça ne tourne pas, mais pourquoi ça ne tourne pas? Tu as déjà entendu, toi, depuis Kengo jusqu'à aujourd'hui, qu'on a arrêté quelqu'un? Non. Hein? Non. C'est ça notre... Mais tout le monde fait le constat sur les oui, on fait le constat, mais vous savez... De bien s'en mettre. Oui, c'est ça le danger. Hein? Alors qu'il faut que le Congo, l'État congolais doit retrouver ses biens. Et il doit aller les chercher là où ça se trouve. C'est ça que nous devons faire. C'est ça qui va faire qu'on va commencer à nous prendre au sérieux. Hein? Tout le monde dit l'armée est devenue faible. Mais qui a affaibli l'armée? Ce n'est pas l'armée elle-même. Ce sont nos autorités. Quelles sont les sanctions qui ont été prises? Rien. Les entreprises sont tombées. Pourquoi elles sont tombées? Qui on a arrêté? Personne. Est-ce que le PGR a ouvert des informations pour savoir quels étaient les problèmes réels et les cas échéants, hein, les déférer devant la justice? Parce que ce sont les biens de l'État, donc les biens du peuple congolais. Depuis Kengo, on peut remonter au début. Depuis longtemps. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc on ne doit pas amuser la galerie. Tout ça, il faut que ça cesse parce qu'on humilie le peuple congolais. Or, moi, je pense que nous avons quand même des formations qui nous permettent de diriger les pays. Donc, on ne peut pas, quand nous faisons confiance aux gens qui dirigent, on ne peut pas nous mettre tous dans un même sac que nous sommes des incompétents. Parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez, on dit le Congolais est incompétent. Et ça se vérifie. Hein? Ben oui, mais c'est dommage. Hein? Mais on ne peut pas accepter ça. Nous sommes 70 millions d'habitants. Bon, tous les 70 ne sont pas comme des crétins. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce que c'est comme ça qu'on nous impose n'importe quoi. Les gens s'amusent à prendre des décisions par-ci, par-là. Nous ne sommes même pas informés. Puis on nous oblige de les faire. Et nous acceptons. Non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous devons redevenir un peuple responsable. Un peuple digne. Nous sommes intelligents. Le Congolais est intelligent. J'ai voyagé par le monde. Quand vous voyez ailleurs le Congolais parler, on le respecte. Et même la production intellectuelle des Congolais. Ah oui, énorme. Et des qualités. Énorme, et des qualités. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de mettre cela en pratique pour que ça puisse produire pour notre pays? C'est ça qui m'intéresse, moi. Hein? Parce que tout ce que nous voyons là, on est en train de s'amuser du Congolais. À cause de notre propre turpitude. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Pierre Mbemba, je vais évoquer avec vous une question douloureuse. La mort par accident de ces joueurs de football, Daring Club Motema Pembe 3. Je ne prends pas l'aspect accident, je prends plutôt l'autre aspect. Hein. On compatit avec les familles, bien évidemment. Je prends l'autre aspect, les véhicules de l'armée, parce qu'on prétend que c'est un véhicule de l'armée qui les a percutés, qui les percute, et personne n'en parle. C'est comme si c'est un véhicule de l'armée qui vous a percuté, vous êtes dans les pertes et profits. Hein. Oui, mais c'est ça le dysfonctionnement de l'État. Nous qui avons un peu évolué sous d'autres cieux, les véhicules militaires ne circulent pas tout le temps. Et quand ils sont en circulation de formation, mais ils sont disciplinés. Ils doivent même rouler mieux que les oui, autres. Réglementairement, mais ici malheureusement, ça ne se fait pas. Alors, tout ça demande qu'il faut qu'on mette de l'ordre. Hein? Quelque part, ça manifeste, ce sont des manifestations, des situations qui sont peut-être mal digérées de leur part, qui font parfois des comportements pour justifier. Et il appartient à leur chef de comprendre pourquoi ces comportements. Ce ne sont pas les premiers accidents. Hein, moi, j'ai failli un jour être emporté. Hein, j'ai eu la chance de pouvoir me déporter sur le côté. Ah oui, le pauvre n'avait même pas de frein. Ah oui. Mais comment est-ce qu'on peut laisser
Oui, mais bon, enfin, moi je ne suis pas le responsable. Déjà là, si les gros véhicules de l'armée ont des problèmes pareils, mais les limousines qu'on voit ici sans plaque minéralogique, Pierre Mbemba, ils peuvent également écraser des gens et disparaître dans la nature. Il n'y a que dans notre pays qu'on voit des choses comme ça. Et moi je suis étonné. Souvent c'est les officiels, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais j'ai déjà dit ici, le drame au Congo, c'est que ceux qui gouvernent, ils se comportent dans un état conquis. Ils ont des privilèges qu'on ne trouve même pas dans le royaume. Même en Belgique, là que vous voyez là-bas, le roi des Belges, quand il doit aller travailler, il a un véhicule avec une plaque normale. Oui. C'est pendant les fêtes officielles qu'on sort le véhicule, on a mis Air Roi. C'est comme ça. C'est immatriculé. Oui. On sait que c'est le roi. Même le chef de l'État ici, là, dans son véhicule, on voit une plaque d'immatriculation. Mais quand il n'a pas la voiture officielle, il devrait porter une plaque comme tout autre véhicule parce que ça doit pouvoir être immatriculé, donc identifié. Mais ici, ma foi, tout le monde se comporte en potentat. C'est ça le drame. Pourquoi Pierre? Mais c'est une question de mentalité, hein. C'est une culture. On doit pouvoir élaguer ça. Hein? Ici, tu sais, tous les problèmes que nous avons, ce sont nos dirigeants. Ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas d'assurance, ils ne payent pas d'impôts, rien du tout. Tu as entendu quand, il y a quelques temps, on avait un des DG de la DG avait dit que bon, les parlementaires devaient payer, il y a eu un tollé général. Alors que sous d'autres cieux, quand on ne paye pas des impôts, on ne peut même pas prétendre aux fonctions officielles. C'est ça, mais c'est une question de culture parce que beaucoup de nos chefs se trouvent encore dans l'état colonial où ils croyaient que ces gens-là ne paient pas des impôts, ce qui est faux, parce qu'on les voyait de l'extérieur. Ils étaient contrôlés strictement. Hein? Même leurs véhicules, on devait justifier pourquoi on est sorti avec un véhicule de telle heure à telle heure. Hein? Mais nous, on voyait ça de l'extérieur, on croyait que non, ils pouvaient jouir de ces biens comme ils voulaient. Non, nous sommes dans un pays de droit. Quand il y a le droit, il y a des règlements, il y a des règles qu'on doit respecter. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent pensent que eux, ils ont développé un régime de privilèges extraordinaires que seuls eux connaissent le contour. Certains même, ça s'était bruité, les députés qui voulaient s'octroyer 13 000 $ d'émoluments, Pierre Mbemba. Oui, mais je veux bien, même 20 000. Mais commençons d'abord par produire des richesses au pays. Il n'y a pas de problème. Au Congo, on peut payer même 30 000 $ à un député, à un ministre. Ce n'est pas un péché. Parce que nous avons suffisamment de biens. Si nous le mettons en valeur, nous pouvons donner même à un huissier 1 000 $ par mois net. Ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas prendre quand les autres n'ont rien. C'est ça l'inconscience. Et ça, encore une fois, c'est depuis 1960. Hein? C'est depuis 1960. Tu sais qu'en 1960, les Américains ont dû donner des véhicules parce que tous les députés, tous les sénateurs voulaient avoir chacun un véhicule officiel parce que on croit que quand on a un véhicule officiel, c'est ça qu'il faut qu'on soit parlementaire. Hein? Tu vois, ce sont des choses qu'on doit extirper. Pierre Mbemba, on peut comprendre pendant la période des indépendances, mais pas aujourd'hui. Mais ça continue. Vous croyez que ces gens-là, quand ça arrive, quelles sont les choses qu'ils traitent avant? Hein? En priorité. On décrète même de huis clos. Oui, à l'époque, le président avait dit on va traiter ça à huis clos. Oui, ça ne va pas. Le peuple doit savoir que c'est notre argent. C'est nous qui payons les impôts. Et ne payent pas les impôts. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie. Kosila lokola nyama mawa abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini